La narcolepsie est un trouble du sommeil caractérisé par des endormissements fréquents. Elle fait partie des troubles d'hypersomnie. La prévalence mondiale est de 0,05%, soit d'une personne sur 2000. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à cette maladie. Et bien heureusement, puisqu'il s'agit d'une maladie fortement incapacitante et aussi très coûteuse au point de vue socio-économique. Cette maladie, qui est chronique, apparaît généralement à l'adolescence ou vers le début de l'âge adulte. À l'heure actuelle, il y a un consensus pour distinguer deux types de narcolepsie, soit de type 1 et 2. Notre présentation se penchera principalement sur la narcolepsie de type 1. Les causes de la maladie ne sont pas entièrement connues. Il y a cependant plusieurs pistes en ce qui concerne la narcolepsie de type 1 qui est à ce jour mieux comprise. Premièrement, la plupart des cas de narcolepsie de type 1 seraient fortement liés à une diminution des neurones à hypocrétine, aussi appelée orexine, un neurotransmetteur produit dans l'hypothalamus latéral. En effet, il a été découvert que le taux d'hypocrétine est généralement plus faible chez les patients atteints de narcolepsie. Par contre, il ne s'agit pas d'une perte neuronale généralisée, car les neurones sans hypocrétine à proximité ne sont pas affectés. Le système à hypocrétine est un système excitateur qui a de grandes influences sur la vigilance, surtout grâce à ses connexions avec le système monoaminergique et cholinergique. De plus, les neurones à hypocrétine innervent des sections du tronc cérébral qui sont importantes pour la régulation du sommeil ou de l'activation du comportement. L'arc tegmental ventral, le locus ceruleus ainsi que le noyau du raphe en sont des exemples. Enfin, le rôle de l'hypocrétine serait important pour maintenir un état d'éveil selon de récentes études. En effet, l'hypocrétine est sécrétée en plus grande quantité durant les périodes actives et en moins grande quantité durant les périodes de repos. Mais qu'est-ce qui cause cette diminution d'hypocrétine? Il y a de plus en plus d'évidences qui s'accumulent révélant le caractère auto-immun de la narcolepsie de type 1. En effet, l'allèle HLA-DQB1 est présent chez 95% des narcoleptiques avec cataplexie, alors qu'il n'est présent que chez 12 à 38% de la population générale. Or, les maladies auto-immunes seraient intimement liées à la présence d'allèles de type HLA. Malgré tout, la cause réelle demeure inconnue. Deuxièmement, chez les personnes atteintes de la narcolepsie, il y aurait un dysfonctionnement au niveau du sommeil paradoxal. Ils arriveraient par exemple à l'étape du sommeil paradoxal beaucoup plus rapidement que la normale, parfois même directement après s'être endormis. La séquence normale serait plutôt d'entrer en sommeil léger, profond, puis paradoxal. Ce dysfonctionnement expliquerait plusieurs des symptômes de la narcolepsie, dont certains sont des manifestations du sommeil paradoxal pendant l'état d'éveil, la cataplexie par exemple. Finalement, une autre hypothèse est qu'il y aurait une implication de la génétique ainsi que de certains facteurs environnementaux qui influencent le déclenchement de la maladie. L'ordre d'apparition et la gravité des symptômes varient d'une personne à l'autre. Voici certaines manifestations des symptômes physiques. Premièrement, le patient narcoleptique peut souffrir de cataplexie. Il s'agit d'une perte soudaine de tonus musculaire provoquée par une forte émotion plus souvent positive, le rire, la surprise et parfois la colère. Quelques manifestations les plus courantes de la cataplexie sont le dérobement des genoux, l'affaissement des bras ou de la mâchoire et la difficulté à articuler. La personne ne perd pas conscience lors des attaques de cataplexie et celles-ci sont habituellement plutôt brèves, ne durant pas plus d'une minute. Deuxièmement, il peut y avoir une présence de comportement automatique. La personne peut agir sans réfléchir et sans être complètement consciente. Elle peut avoir des trous de mémoire par rapport aux détails de ses actes. Les comportements automatiques ont lieu si la personne est dans un état de somnolence excessive. Troisièmement, la somnolence diurne excessive est caractérisée par l'incapacité de rester éveillée et alerte durant les périodes d'éveil principales. La personne narcoleptique peut avoir des attaques de sommeil, de brèves siestes réparatrices et irrésistibles. Celles-ci sont cependant plus fréquentes dans des contextes monotones que lors d'activités stimulantes. Quatrièmement, elle peut souffrir de fragmentation du sommeil nocturne. La personne subit souvent des périodes d'éveil prolongées durant la nuit. Cinquièmement, le patient peut avoir des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Les hallucinations touchant la personne narcoleptique se produisent au moment où elle s'endort ou se réveille. Elles peuvent affecter plusieurs sens et sont souvent des expériences terrifiantes pour les personnes qui en souffrent. Elles seraient en fait des rêves éveillés causés par le dérèglement du sommeil paradoxal. Finalement, le patient narcoleptique peut souffrir de paralysie du sommeil. Comme pour les hallucinations, la paralysie du sommeil se produit généralement aux périodes d'endormissement ou d'éveil. Elle se caractérise par l'impression d'être paralysée. La personne n'arrive plus à bouger mais est pleinement consciente. Ce phénomène, souvent effrayant, peut durer jusqu'à quelques minutes et être jumelé à des hallucinations. Généralement, la narcolepsie est associée à des somnolences diurnes chaque jour et cela même si la personne a un sommeil adéquat.
Toutefois, il n'est pas rare que les personnes atteintes de narcolepsie n'aient pas un sommeil récupérateur normal comme nous l'avons vu dans les principaux symptômes. De plus, bien que le diagnostic est souvent posé vers l'adolescence ou le jeune âge adulte, il est particulièrement difficile de distinguer les somnolences diurnes normales de celles reliées à la narcolepsie puisque le cycle circadien des adolescents est particulier. Il est évidemment plus facile de poser le diagnostic si la personne présente de la cataplexie comme ce symptôme est caractéristique de cette maladie. Par contre, comme nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas toutes les personnes atteintes de la maladie qui présenteront ce symptôme. Donc, le diagnostic de la narcolepsie sans cataplexie est une lourde tâche. Selon la classification internationale du trouble du sommeil, la narcolepsie est classifiée dans les troubles d'hypersomnie. Le type 1 se caractérise par une somnolence diurne chronique pendant plus de 3 mois et au moins une des caractéristiques suivantes, de la cataplexie et des tests multiples de latence à l'endormissement positif ou encore un déficit en hypocrétine. Il existe plusieurs tests permettant d'approfondir le diagnostic. Premièrement, les tests multiples de latence à l'endormissement se font dans une clinique du sommeil. Il s'agit en fait d'une batterie de tests. Ces tests doivent être positifs, c'est-à-dire que la période de latence à l'endormissement doit être inférieure à 8 minutes, la normale étant de 15 minutes. De plus, la personne doit entrer au moins 2 fois immédiatement en sommeil paradoxal. Bien que le diagnostic dépend de ces tests, ceux-ci se sont avérés plus ou moins fiables. Deuxièmement, on peut mesurer le niveau d'hypocrétine dans le liquide cérébrospinal via la ponction lombaire. On relève généralement un niveau d'hypocrétine diminué par rapport à la normale. Il s'agit d'un très bon indicateur puisque c'est près de 95% des gens ayant de la cataplexie qui présentent un taux abaissé en hypocrétine. Troisièmement, les spécialistes peuvent procéder à des tests génétiques. Les analyses se font avec un simple test de salive et on note la présence de l'antigène DQB1 sur les leucocytes. Ces antigènes est lié à la narcolepsie comme nous l'avons vu dans la section sur les causes. Étant donné la complexité de la maladie, le diagnostic est souvent posé de façon différentielle. Voici donc les maladies du sommeil desquelles il faut différencier la narcolepsie. Le sommeil insuffisant, l'apnée du sommeil, le syndrome de retard de phase du sommeil, la myoclonie d'endormissement souvent elle-même reliée au syndrome des jambes sans repos, l'hypersomnie idiopathique, la dépression et bien d'autres encore comme le Parkinson, l'hypothyroïdie et l'épilepsie. Pour vous donner une idée d'à quel point il est difficile de poser le diagnostic de narcolepsie, la moyenne rapportée par rapport au délai d'attente du diagnostic est de 15 ans. Pour le moment, on ne peut pas traiter la maladie. Uniquement les symptômes peuvent être traités par différents traitements médicamenteux ou comportementaux. La liste de médicaments est très longue. Aujourd'hui, nous vous présenterons quelques-uns d'entre eux afin de dresser un portrait d'ensemble. D'une part, la médication traite les attaques de sommeil. Puisque les patients ne réagissent pas tous de la même façon, certains médicaments sont essayés en premier, ceux qu'on appelle de première intention, tels que le modafinil, prescrit chez les patients adultes. Il augmente le taux de dopamine et stimule les fonctions cognitives. En deuxième intention, le méthylphénidate peut être prescrit chez les patients de plus de 6 ans. Ce dernier bloque la recapture de dopamine, augmentant donc sa quantité dans l'organisme. D'autre part, la médication traite la cataplexie. En effet, l'oxybate de sodium est un agoniste partiel du récepteur GABA-B, inhibiteur du système nerveux central. Il permet aussi de traiter le mauvais sommeil de nuit et la somnolence diurne. La médication traite les symptômes, mais elle peut aussi causer de graves effets secondaires, tels que des changements de comportement, des céphalées, de la tachycardie, de l'arythmie et même des hallucinations si elle ne convient pas aux patients. Une approche comportementale est aussi utilisée auprès des patients narcoleptiques. Ils sont encouragés à faire de courtes siestes durant la journée, à avoir une bonne hygiène de sommeil et à choisir des activités où les cataplexies ne sont pas en danger. Il y a plusieurs impacts fonctionnels chez la personne atteinte de narcolepsie. La personne se sent continuellement fatiguée et elle est isolée en raison de ses occupations qui sont grandement limitées. Ses proches comprennent difficilement ses comportements et son besoin indispensable de plusieurs heures de sommeil. Ils peuvent s'en distancer puisqu'elle ne peut plus participer aux mêmes activités. L'environnement physique doit toujours être sécuritaire au cas où la personne aurait un accès de fatigue ou une cataplexie. Finalement, les occupations sont limitées en raison de la sécurité qui doit toujours être surveillée. Plusieurs occupations ne peuvent pas être faites par la personne. Écoutons Cathy Bouchard qui témoigne de son parcours scolaire avec la narcolepsie.
Au départ, elle étudie en technique de réadaptation physique au Cégep. Quand ça a commencé, moi j'ai tout fait pour continuer mes études parce que en fait c'est tout ce que j'avais d'arrêter complètement, sans avoir de diagnostic, rien. J'aurais fait quoi? Attendre tout le temps d'avoir des tests à l'hôpital, tout ça. Fait que j'ai continué d'étudier. Puis finalement, quand je suis arrivée à ma 3e année, puis ça, j'ai pas eu le droit de faire mes stages, qui étaient très compréhensibles, mais rendu là, c'est ça, j'étais presque diagnostiquée, c'est que je pouvais pas assurer la sécurité des patients. Puis, j'ai décidé de me réorienter. Là, je regardais qu'est-ce que je pourrais bien faire. Là, j'étais là, psychoéducation. Je rentre en psychoéducation pour me rendre compte, peut-être comme la 3e semaine, c'est ma sécurité que je peux pas assurer, dépendamment avec la clientèle avec laquelle je travaille. Donc, encore une fois, là, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire. Puis finalement, j'ai fait 1 an à distance en traduction. Pas que ça m'intéressait particulièrement, mais tu sais, ça me dérangeait pas. Puis là, j'étais dit, ça, c'est quelque chose que je peux faire chez moi. En fait, tout ce qui était avec des gens, finalement, c'était pas l'idéal. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé en traduction à distance, fait 2 cours par session, puis j'y arrivais pas juste 2 cours, parce que le temps que je passe dans une journée réveillée, là, mettons, je faisais 1 heure, 1 heure et demie par jour de ça, c'était beaucoup de concentration, tout ça, fait qu'il me restait plus de temps pour rien faire d'autre. Fait que finalement, avec mon médecin, j'ai fait ma demande pour le programme de solidarité sociale. Donc maintenant, je reçois des prestations, puis je suis retraitée. En conclusion, nous rappelons que la narcolepsie est une maladie du sommeil affectant le système nerveux central. Les symptômes très incapacitants peuvent être diminués, mais la maladie n'est pas traitée. Aujourd'hui, la recherche est nécessaire afin de soigner les personnes souffrant de la narcolepsie.